Il est parti depuis quelques heures, et je me répète ce qu'il m'a dit hier, alors qu'il s'extasiait au-dessus de moi, torse nu, main dessinant le contour de mes seins. J'ai mauvaise conscience à te dire que tu es belle. Je voudrais pas que tu l'interprètes mal. Je sais pas ce que tu pourrais t'imaginer, alors je me retiens. Mais je veux que tu le saches. Peut-être qu'on fera l'amour un jour, j'en serais très heureux. Mais j'aurais peur de te faire croire que j'attends certaines choses de toi. Quand mon ange évoque cette idée de viol, mon sang se glace. Et pourtant ces mots la rendraient presque acceptable. Mon cœur s'apaise. J'ai besoin de ces paroles, de ces caresses, et je sais qu'elles vont me tuer. Ce qui est terrible, c'est ce soupçon. Est-ce que je te verrais pour des raisons que je voudrais pas m'avouer? Je suis tellement obsédé par ces questions que j'arrive à me demander si j'ai pas subi des choses, enfant. C'est possible après tout. J'en connais des filles qui se sont rappelées des événements 10 ans plus tard. Mais je crois pas. J'ai jamais été violée, j'ai reçu qu'une ou deux gifles et quelques coups de poing. J'en ai jamais donné moi-même, sauf au fantasme. Alors pourquoi est-ce que je suis heureux dans tes bras? Peut-être que je te trouve sublime, tout d'abord très belle avant d'être souffrante, et très intelligente, très attachante. Ta vie terrible s'ajoute à l'ensemble de ce que tu es, et ça te rend parfaite, véritablement parfaite, pour un homme à la recherche de pépites noires. Un soir, alors que je revenais du bureau de tabac, mon regard s'est fixé sur un homme. Je me suis demandé pourquoi je le trouvais si beau, avant de réaliser qu'il s'agissait d'un des garçons qui m'avait violée. Il était beaucoup plus grand et voûté, mais j'ai reconnu son visage un peu rond et son regard effaré. Lui aussi s'est arrêté de marcher, souriant comme un gamin. Après tout, il était logique que dans une ville aussi petite que Cherbourg, je finisse par croiser d'anciens agresseurs. Nous avons fait un bout de chemin ensemble, et je me suis sentie curieusement rassurée à côté de lui. Nous avons partagé quelques souvenirs, nous nous sommes moqués de certains profs, et j'ai fini par lui demander s'il lui arrivait de penser à ce qu'il s'était passé. Tu veux parler de... Oui, je peux parler de ça. Je sais pas trop quoi dire. Ça te gêne pas, toi, de revenir là-dessus? Je suis marié maintenant. Les amours de collège, c'est loin. J'ai l'impression qu'on a tous beaucoup changé. C'était un amour de collège pour toi? Juste de l'amour? J'ai raconté quelques épisodes de ma descente aux enfers. Il n'avait jamais éprouvé la moindre culpabilité, tout juste un certain trouble sur le coup et l'envie de recommencer. Marié, le temps du collège lui paraissait révolu. S'il avait honte de la personne qu'il avait été, c'était de cette personne en entier, cette timidité comme ses bêtises, ses maladresses comme ses colères. Il s'est excusé. De toute façon, je n'arrivais pas à lui en vouloir. C'était aussi tellement loin pour moi. Je ne souffrais pas à l'idée d'avoir été différente. J'avais suffisamment à faire avec celle que j'étais devenue. Je passais mes nuits dans le bar de mon ami Grand Chef, notamment à boire et à jouer aux cartes. Je faisais rire sa femme et ses enfants. Souvent, on me demandait pourquoi j'aimais les hommes plus âgés, et je répondais par une danse un peu folle. Je reculais jusqu'à la dernière minute, le moment de tomber de sommeil. J'avais aussi peur que d'être opérée sans anesthésie. Dans mes cauchemars, il y avait des têtes qui sautent, des ventres qui s'ouvrent. Grand Chef et ses amis m'ont soutenue lorsque je suis tombée enceinte. Ce ne pouvait être que Cyril, et mon premier mouvement a été d'accepter l'enfant. Puis la gêne des autres m'a fait changer d'avis. Cyril ne pourrait être un bon père, et j'étais terrifiée lorsque j'imaginais le nouveau-né dans ses bras. J'ai décidé d'avorter. Il était tout juste temps de pratiquer l'opération par voie médicamenteuse, et les médecins m'ont prévenu que ça n'allait pas être facile.
Les vraies douleurs sont arrivées le mois suivant, des souffrances démentes qui me labouraient le ventre. Le pire n'était pas la souffrance elle-même, mais ce qu'elle me disait. J'aurais dû garder cet enfant. Je venais de commettre la plus grave erreur de ma vie. J'avais tué l'espoir en moi. J'avais assassiné ce qui me restait d'humanité. L'enfant n'avait jamais été coupable, et moi non plus, je n'avais jamais été coupable jusqu'à cet instant-là. La décision de m'en séparer. Après cette première faute, c'étaient des tourbillons de terreur qui s'engouffraient en moi, des mondes immenses qui venaient me cracher leur rage au visage. Je me sentais balayée. Je nageais dans une vie continuellement confuse, dont surgissaient de puissants accès de douleur. Je me saisissais le ventre, croyant le voir s'ouvrir, gémissant pour couvrir les déchirements. La souffrance me brûlait et m'emportait ailleurs. Les cris me fendaient l'esprit. Un jour, devant ma mère, j'ai brisé du poing le miroir de l'entrée. J'ai saisi le plus grand éclat et sans une hésitation, je me suis frappé le ventre. Pensant déjà mourir, j'ai baissé la tête. Mais il n'y avait pas une seule goutte sur le sol. Le verre ne coupait rien. J'ai continué le geste de me battre dans l'espoir que la peau finisse par se déchirer, mais ma mère s'est emparée de larmes. Je ne voulais pas mourir, je voulais simplement sortir la douleur de moi. Ma mère m'a prise dans ses bras, et c'est elle qui a pleuré. Mon ange devient mon obsession positive. Toutes mes pensées se rapportent à lui. Mes doigts se serrent et se nouent lorsqu'il promet de revenir me voir. Je lui répète que j'en ai très envie, mais cela me fait peur. Déjà grand chef me semble lointain. Je passe des nuits fantastiques à danser dans son bar, à prendre de l'argent sur les tables du fond. Ce sont des heures de joie furieuse, et pourtant je tombe toujours à la fin. Ma mère m'avoue d'un air coquin. Le matin du premier de l'an, je vous ai vu, toi et Dylan. Je ne me souviens pas. Ne fais pas l'innocente, j'étais dans la cuisine et je vous en ai voulu de faire autant de bruit. Quand j'ai ouvert la porte, je ne m'attendais vraiment pas à ça. J'ai failli me mettre en colère, mais j'en aurais été gênée pour toi. Aucun souvenir. Elle sourit. Je ne me rappelle pourtant rien. Je me représente la peau flasque de Dylan, la mollesse de ses membres, mes seins qui ballottent. Il y a encore une heure, il me déclarait par SMS que j'étais la femme de sa vie. Je n'ai rien à lui répondre. Je résiste constamment à l'envie d'appeler l'ange noir. Je le surnomme aussi mon énarque, même s'il ne l'est pas, pour me moquer de son niveau d'études. Je n'ai pas le brevet, ni même le permis de conduire. Je pourrais en avoir honte, mais cette différence entre nous me fait monter les larmes aux yeux. Je me mets franchement à imaginer que nous pourrions nous aimer. C'est atroce de souffrir à ce point quand on rêve. Après l'avortement et le miroir brisé, j'ai commis plusieurs tentatives de suicide. La tristesse montait en moi comme une grande vague, et c'était au sommet de cette vague, sans difficulté, presque même avec volupté, que je tentais de sauter par la fenêtre ou de m'ouvrir les veines. À l'instant de passer à l'acte, je perdais conscience de mon environnement. On me rattrapait, on m'arrachait le couteau, on me réanimait, et chaque fois on me disait que c'était un miracle. On m'adressait des mots effrayés, des mots qu'on utilise dans les circonstances extraordinaires, et je me trouvais parfaitement à l'aise avec ces choses, moi, la mort, les malaises, les oublis. C'est quand il s'agissait de jouer mon rôle de fille ordinaire que venait la douleur. Il commence à parler sérieusement de venir me voir, à moins que je le rejoigne à Paris.
Ce serait comme un rêve, mais comment pourrais-je le supporter? Je me vois déjà dans le train, puis descendre sur le quai au milieu de tout ce qui me fait horreur. C'est une idée difficilement concevable, et pourtant j'arrive à l'entrevoir dans une sorte d'élan d'inconscience. Nous fixons une date, dans 10 jours à peine. Ma mère ne voit aucune objection à ce que j'aille passer quelques jours avec lui. Tu me rappelleras pour me rassurer? Lorsque je passe la nuit devant mon écran, l'esprit fracassé par le shit et la vodka, j'écris maintenant de courts messages à ceux que je connais. J'écris en abrégé, je perds le fil des conversations. Mon ange noir s'est étonné à plusieurs reprises de recevoir des mots qui ne lui paraissaient pas destinés. Je crois même l'avoir senti vexé lorsqu'il m'en a lu un qui se concluait par « J'aimerais que tu me sauves ». Bien sûr, il n'ose pas m'avouer ce qu'il ressent, mais j'aimerais lui dire que tout ce que j'écris, que toutes mes pensées, même, se destinent à lui. La nuit, je longeais les zones industrielles et me glissais sous les barbelés. J'aimais les ornières, les terrains vagues, les hangars rouillés. J'attendais toujours que des projecteurs se braquent sur moi. Je débouchais sur de merveilleuses zones creusées si profondément qu'on aurait dit le résultat d'explosions monstrueuses ou bien des buildings inversés. Dans ces capharnaïms trônaient de magnifiques animaux de métal, des tracteurs surdimensionnés, les tractopelles de mes rêves. Leur couleur jaune tranchait avec le reste. Je m'en approchais comme de sources lumineuses particulièrement puissantes. Leurs bras me rendaient folle, les traces de leurs pneus. Je ralentissais, j'hésitais à les atteindre. Je ne voulais surtout pas briser l'entraînement de mon émotion, l'enthousiasme qui s'emparait de moi lorsque j'imaginais étreindre ces grosses choses. Je voudrais leur témoigner de la tendresse, et j'étais sûre qu'elles m'en témoigneraient aussi. D'ailleurs, elles m'en témoignaient déjà. Je souriais rien qu'en pressentant la chaleur de leur ventre. Parfois, miraculeusement, je posais la main sur leur capot et je frémissais de plaisir au contact de la faible tiédeur qui persistait. J'aimais les plus incroyablement puissantes de ces machines. J'avais du mal à trouver l'emplacement de leur regard, mais ça ne rendait leur présence que plus imposante. J'aurais aimé que mes propres bras durcissent et se colorent, que mes veines prennent l'apparence de ces tubes et de ces tiges de métal. J'aurais voulu me déplacer dans la ville avec l'assurance tranquille et potentiellement destructrice de ces véhicules si nobles. Et je quittais cet univers en courant. Dans quelques heures, Manon sera à Paris. Persuadé que tout se passera à merveille, je tiens sa présence pour une faveur, et je me sens d'une patience infinie. La densité de ces quelques heures m'est indispensable. Il faut qu'elle provoque quelque chose en moi, d'une manière ou d'une autre. Hier, Laurence a pris le train pour rejoindre ses parents. Nous nous sommes dit au revoir avec un sourire contraint. Nous savions la catastrophe que seraient nos retrouvailles. À l'heure dite, je vais guetter Manon. Tous les passagers me passent sous le nez, et je crois bien ne plus jamais la voir.
Mais elle apparaît finalement, 10 minutes plus tard, remontant le quai depuis le dernier wagon. Je pensais qu'elle m'avouerait s'être endormie, mais c'était la foule qu'elle ne supportait pas. Elle a déjà beaucoup souffert de la promiscuité dans le fond du wagon. Nous allons marcher dans Paris. Manon garde les yeux baissés. Ses lèvres et ses doigts tremblent, et nous nous réfugions dans un café pour éviter la crise de panique. Cette fille n'exagère pas ses troubles, et c'est un ravissement. L'écoutant parler avec humour de ses problèmes, je pourrais reprendre à mon compte sa phrase fétiche « j'ai un pet dans la tête » si je ne me sentais si naïf auprès d'elle. Nous nous mettons en chemin vers les terrains vagues en bordure du périphérique, impatients de commenter la beauté des tractopelles. Je prends la main frémissante de Manon, chaque minute plus charmée par sa fragilité. Il reste des zones d'ombre dans sa vie. Tous ces garçons dont elle me parle, toutes ces nuits pendant lesquelles elle perd contrôle. Couche-t-elle vraiment avec le premier venu ? Nous sommes des enfants. La journée doit être la plus chaste et la plus ludique possible. Je retrouve avec Manon un enjouement que je n'ai plus connu depuis mes premières heures avec Laurence. Je vis si rarement cette confiance, cet oubli du lendemain. J'ai de terribles élans d'affection. Je cherche à prendre Manon dans mes bras. Mais elle refuse, ce qui me fait rire. Le soir, nous louons des films d'horreur que nous regardons pelotonner sous la couette. Je retrouve sa divine silhouette, sa poitrine étonnamment fière, ses jolies jambes. Seuls ses pansements sur les fesses et son visage assez dur, ses lèvres grises, ses dents comme usées, l'absence de coquetterie, me rappellent son histoire. Nous nous frôlons à peine, l'affolement érotique est disparu. Sans doute ne demande-t-il qu'à ressurgir, mais le plus important est d'entendre l'autre respirer, de sentir sa chaleur et de savoir que l'excitation douloureuse de toute sa personne s'apaise. Le train ralentit puis se fige. Je suis à Paris. J'ai la tête qui tourne et je reste au fond du wagon. Quand je me décide à sortir, je ne sais pas combien de minutes ont passé. J'ai honte de mon état et j'aperçois mon ange au bout du quai, patientant avec ce sourire qui ne le quitte jamais. J'ai de nombreux livres pour lui dans ma valise, des histoires de criminels en série, de vengeances atroces, de destinées furieuses. C'est incombe que je me permette de lui apprendre quelque chose. Il m'accueille avec gentillesse et nous voilà sur le boulevard. Fébrile, j'ai besoin de m'isoler. Je sens mes œillères pousser sur le côté. Ma panique perpétuelle le fait rire. Il me prend la main, me tient par les épaules, me parle avec douceur. Ma souffrance est toujours aussi vive, mais elle trouve sa place dans une sorte de grand nid douillet. Qu'est-ce que je fais dans cette ville ? Et lui me répond comme si la question lui semblait normale. Le week-end se passe à merveille. Je suis tendue, nerveuse, angoissée, et les heures défilent. C'est comme si nous n'existions pas l'un pour l'autre, présents tout juste à l'extrémité de nos consciences. Jamais aucun homme ne m'a fait cet effet. C'est bien plus que de l'amour. J'ai la sensation qu'il avance le doigt et qu'il touche le point le plus secret de ma personne. Le point que je n'ai jamais atteint. Le point qui réclamait ce contact pour que je vive enfin. Nous nous promenons, nous échouons dans sa chambre, nous nous réfugions sous les draps, nous regardons des films, j'observe dormir. J'en ai le cœur serré tellement ça me convient. Pourquoi la vie ne m'a-t-elle encore jamais offert cette pureté ? Toutes les années se froissent et se collent à moi. J'ai la sensation d'un poids qui me tire vers le bas, de forces multiples qui cherchent à me disperser. J'ai du mal à rester concentrée sur le fil tout simple des heures que m'offre ce garçon. Enfoncement lent dans la nuit. Assoupis, nous remuons de temps en temps, touchant l'autre du bout des doigts pour vérifier qu'il est encore là.
Je ne sais pas ce que Manon pense, si elle s'oublie elle-même dans ces heures étranges. Je vis moi-même en état de suspension, comme dans un grand ciel très sombre, avec des constellations qui m'appellent. Le contact de sa peau m'électrise, et les crissements des images d'horreur sur l'écran nous rattachent au monde, par saccades légères, nous obligeant à rester lucides. Sans cela, nous valserions dans une matière lourde, insupportablement heureuse. Je me colle à lui. Ses mains glissent le long de mon corps. Il est tenté de me presser plus fort et de caresser mes seins, mais il se retient. L'affolement de notre première nuit s'est estompé. Sous les draps, nos corps s'effleurent, mais ne s'étreignent pas. Je sais qu'il est excité, mais je me ferme et lorsque sa main sur mon ventre descend encore, je me contracte. Mon pubis devient si sec que les poils me paraissent friables. Pourtant je fonds complètement. Je baisse la garde et tout se mêle en moi. C'est une sorte de grande marée chaude, dissolvant ce qu'elle touche. Je la laisse faire, inquiète. J'attends qu'elle fasse fondre à son tour la carapace que je durcis chaque seconde un peu plus. Ce qui me transporte avec lui, c'est cette confiance bienheureuse qui le transfigure quand il se dresse au-dessus de moi, sa façon rieuse et gloutonne de me désirer, d'afficher l'appétit qu'il a de moi tout en souriant à mes blessures. Le plus mystérieux est qu'il paraisse ne rien attendre. Il m'a bien expliqué que son plaisir était de fouiller chez les autres, que ça l'aidait à comprendre et presque aimer les drames qui touchent sa propre famille. Cette explication ne m'éclaire pas vraiment, et je me contente de profiter du bain chaleureux de sa présence. Quand je lui dis « j'ai de la chance », je ne m'attends pas qu'il réponde. D'ailleurs, il se tait, gardant cet air apaisé qui rend plus intense mes espoirs et toutes mes peurs. Nous parlons si bien. Je lui raconte ma vie, puis il la commente, me pose d'autres questions, renchérit sur sa propre histoire. Il se sent gêné de ne pas avoir connu de drame aussi profond, et je ne sais quoi répondre. Il y a plusieurs garçons qui me veulent à Cherbourg. Dylan, par exemple, qui n'arrête pas de m'appeler pour me dire que je pourrais le sauver si je me mettais avec lui. La bonne blague. Je l'écraserais. Il ne ferait pas le poids. Il ne voit que les bonnes choses, mon goût pour la fête, mon rire, mon petit cul. Mais le reste, il ne pourrait pas le supporter. C'est ta fragilité qui le fait craquer. Pas du tout. Ma fragilité, c'est ce qu'il détruirait. Mes faiblesses sont trop puissantes pour lui. Besoin grandissant de le serrer dans mes bras. Je commence à comprendre qu'il ne pourra jamais m'aimer comme j'aimerais qu'il m'aime. Et je veux fondre en lui. La tendresse des autres m'écœure. Je le connais mal, lui. Je n'arrive pas toujours à le cerner. Nous restons concentrés sur les angoisses que m'inspire la ville, et cela devient un jeu de guetter mes accès de panique. Cette distance qui s'instaure entre nous, cette conscience d'être à jamais séparée de lui me paraissaient les choses les plus heureuses qui puissent m'arriver. Pourtant, elles me font l'effet d'un grand mur menaçant de s'effondrer. Je suis allongée dans le noir à côté de lui. Demain, je rentre à Cherbourg et j'aimerais mourir.